Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Vendée Globe. Durant tout l'été, quelques-uns des 27 skippers qui ont bouclé leur tour du monde lors de la dernière édition nous racontent leur aventure. Dans quelques instants, c'est Romain Attanasio qui nous rejoindra ici à Port-la-Forêt pour nous raconter son Vendée Globe. Mais voici d'abord le résumé de sa course. Deuxième participation au Vendée Globe pour Romain Attanasio, 43 ans et 15e de l'édition 2016-2017. Celui qui partage la vie de Samantha Davis, elle aussi au départ, s'élance sur l'IMOCA Pure Best Western datant de 2007. Dès les premiers jours, plusieurs problèmes techniques l'empêchent de se placer dans le bon wagon. Ma barre est mal fixée, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a dû être mal, je sais pas. Du coup, j'ai fait 2 départs à la battée hier, fort. Donc, c'est un peu chaud, quoi. J'ai passé une demi-heure couché sur l'eau, mais enfin vraiment tordu, quoi. Un système de barre défaillant, mais aussi des problèmes sur le hook de J2 et le chariot de grand voile qui lui vaut une longue réparation en tête de mât. Je peux vous dire, j'ai la trouille de ma vie. Ah la vache, ça bouge, c'est horrible. Donc, normalement, j'ai tout bon. Voilà. Moi, j'ai dû perdre des milles et des milles, mais des dizaines, des centaines de milles, j'en sais rien. Mais le Vendée Globe continue. Putain, je pensais que c'était fini. Le 20 novembre, il franchit l'équateur en 16e position, un peu moins de 2 jours après le leader. Donc à la vôtre. À la vôtre, et elle est où? Elle est par là. Et à ta santé, Clacla! Clacla, c'est Clarisse Kremer avec qui Romain Attanasio va batailler sur une grande partie de ce tour du monde. Il retourne en tête de mât pour tenter de réparer à nouveau le chariot de grand voile en vain. Ça veut dire que je vais faire tout le Vendée Globe avec un riz. Voilà. Quelques jours plus tard, c'est son petit Jennaker déchiré dont il doit s'occuper. Le 3 décembre, c'est le passage du cap de Bonne-Espérance. Romain Attanasio est 14e, mais cette zone de navigation l'inquiète. On est en plein dans la zone où Sam et Seb ont tapé des ovnis, où j'ai tapé il y a 4 ans. Exactement au même endroit, même latitude, même longitude. En fait, on est dans le courant des aiguilles. Nouvelle avarie sur une voile le 12 décembre. Cette fois, c'est le grand Jennaker qui se retrouve en morceaux. Grosse galère quoi. Du coup, j'ai plus de grand Jennac. Et un riz dans la grande voile jusqu'à la fin de la course. Le 16 décembre, il franchit le cap Lewin. Il est 13e à un peu plus de 3 jours de la tête de flotte. Puis arrive Noël. J'espère que tu as été sage, ce Romain. Parce que j'ai beaucoup de cadeaux. Joyeux Noël à tous! Le voici dans le Pacifique, toujours en compagnie de Clarisse Kremer, mais aussi d'Armel Tripon, revenu à sa hauteur. Le long tunnel du Grand Sud prend fin le 7 janvier avec le passage du Cap Horn. Je sais pas si vous le voyez, mais il est là! Ah yes! Le Cap Horn! Romain Attanasio est alors 14e. Il est ralenti lors de son passage dans le détroit de Lemaire. Puis le 12 janvier, il chute sur un winch et se blesse à une côte. Je suis un peu tombé dans les pommes, je pense, mais ça j'ai l'habitude, je t'avais déjà arrivé. Ah, ça me fait un mal de chien. Esselé dans l'Atlantique Sud, il est rejoint par Jérémy Bayou après plusieurs jours au ralenti dans le poteau noir. Allez Neptune, s'il te plaît, donne-moi du vent. Allez, fais-moi sortir de là. Il est horrible ce poteau noir. Allez, à la tienne. Le skipper de Pure Best Western et celui de Charal terminent leur course ensemble. Ils doivent traverser une dernière grosse tempête à l'approche des Açores. Romain Attanasio est de retour au Sable d'Olonne le 6 février et termine son deuxième Vendée Globe à la 14e place après 90 jours, 2 heures et 46 minutes de course, soit 19 jours et 20 heures de mieux qu'en 2017. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Alors on vient de voir quelques images de la course. Avant de revenir sur cette course, comment s'est passé le retour à terre, se réadapter à la vie de terrien? Ah, ça a été intense, hein. Finalement, il n'y a pas eu de temps mort parce que c'est vrai que j'ai essayé même 15 jours avant d'arriver au Sable de préparer un peu le projet pour le relancer. Et puis j'espérais avoir un bateau plus performant que Pure Best Western. Donc j'y ai travaillé déjà en mer et puis ça s'est accéléré au retour. Je vous la fais courte, mais voilà, avec le nouveau bateau, l'arrivée de Fortinet qui nous a rejoints. Donc ça a été beaucoup de boulot et aujourd'hui on est à l'entraînement presque tous les jours pour découvrir ce nouveau Fortinet Best Western. Donc il y a
pas mal de boulot et je crois que les vacances post-Vendée qu'on attend avec impatience, elles seront deuxième quinzaine d'août. Voilà. Donc on est à fond. Ouais. Et en revenant sur voilà, à terre, avec encore cette crise sanitaire, ces masques, ces gestes barrières, est-ce qu'on n'avait pas envie de retourner très vite en mer? C'est vrai que honnêtement, on pensait bêtement que ce serait fini en rentrant au sable. Et puis on s'est rendu compte que non, mais ouais, c'est une nouvelle donne qu'on n'avait pas pendant le Vendée et qui était bien, ça pour le coup, on était quand même bien tranquille avec ça. Mais bon, maintenant on est, bon, j'espère que c'est la fin, puis on est presque tous vaccinés. Même moi, je le suis à moitié, parce qu'à Lorient, en quittant le bateau, il y a un centre de vaccination à la base, et en quittant le bateau pour partir, il y a une dame, une infirmière qui m'a couru après un soir en me disant « Il reste une dose, venez » et tout. Et donc, voilà, j'ai eu moi aussi le vaccin, donc c'est en bonne voie. Alors revenons sur cette course, sur ce deuxième Vendée Globe. Quand même pas mal de problèmes techniques assez vite dans les premiers jours. Du coup, un peu distancé des bateaux de tête. Et puis alors, le 18 novembre, 10 jours après le départ, il y a une longue réparation avec cette tête de mât, avec cette montée en tête de mât, on va dire assez épique. Celle-là, elle va rester dans les souvenirs. Hein. Ah, ça restera le moment difficile de se Vendée pour moi. Il y a 4 ans, c'était l'arrêt en Afrique du Sud pour réparer mes safrans sans assistance dans une petite baie. Là, c'était effectivement la montée au mât, mais 10 jours après le départ à peine. Donc c'était... C'est parti fort. Ouais, c'était compliqué parce qu'il y avait vachement de mer en fait. Finalement, on s'entraîne souvent ici à monter au mât. Alors on le fait au ponton. Ensuite, le faire en mer, on le fait en général quand c'est calme, mais pas dans les conditions que j'avais. Donc ça, je pense que je n'oublierai pas à ce moment-là. Ouais, c'était chaud. Hein. Et on vous voit le dire dans la vidéo après. Vous pensiez vraiment à un moment que c'était fini, que la course était finie? Ah bah ouais, parce que j'ai ma grand voile qui est bloquée en tête de mât, je peux pas l'affaler, donc je me dis je peux pas partir, rentrer déjà dans le poteau noir comme ça. Puis, de toute façon, je peux pas faire la course grand voile haute. C'est comme en voiture si on avait le pied bloqué, l'accélérateur bloqué, quoi. C'est pas possible. Donc je voyais pas la solution, mais encore une fois, c'est la leçon principale, je pense, du Vendée, de tous les Vendées. Pour moi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il y a une solution, quoi. Toujours, même si au moment, le premier truc qu'on se dit forcément, c'est bon, c'est mort. Et puis en fait, là, on essaye de réfléchir, trouver une solution. Puis au fur et à mesure que le temps passe et qu'on commence à regarder vraiment quel est le problème, on trouve des solutions. Puis à la fin, par miracle, je sais pas, mais à un moment on se dit bon bah ça y est, ça repart, quoi. Donc c'est reparti, descente de l'Atlantique, entrée dans les mers du Sud, et là vous vous retrouvez en compagnie de Clarisse Kremer pendant un long moment. Ça a été vraiment votre compagne de course pendant plusieurs semaines. Ouais, c'est vrai, tout le Sud, et puis on a fait beaucoup de routes ensemble. On était dans la même zone, quasiment aux mêmes vitesses, donc puis c'était sympa d'avoir quelqu'un avec qui discuter. Donc on a pas mal échangé, ouais. Mais même entre, c'est vrai que souvent en fait on se rend compte pendant cette course-là qu'on échange plus avec les gens qui sont autour de nous. C'est vrai qu'avec la terre, quand on appelle un copain à terre, il vit tellement une vie différente que c'est difficile souvent de trouver on raconte sa vie, il raconte la sienne. Souvent lui il a envie de prendre des nouvelles alors que nous on veut juste avoir des nouvelles de la terre. Et en fait on se rend compte qu'avec le petit groupe avec lequel on est, là on vit pour le coup la même chose. On a la même météo, pas les mêmes problèmes, mais des problèmes aussi. Donc finalement, c'est le meilleur camarade, c'est souvent le concurrent d'à côté, quoi. Ça permet aussi de se maintenir en mode course, se challenger un petit peu, d'avoir quelqu'un devant qui on a envie d'être toujours devant, quoi. Ouais, exactement. Ça permet en vitesse. C'est sûr qu'on va toujours, quand on est tout seul, on va toujours super vite. Donc là, d'avoir quelqu'un, ça permet vraiment de rien lâcher, d'être sur les réglages. Et puis même en termes de sécurité, souvent, on est content d'avoir quelqu'un à côté, parce qu'on se dit là, dans le Grand Sud, il n'y a pas de secours, hein, vous le savez. Hein, on l'avait vu les années précédentes. Sauf coup de bol. Je crois que c'est Quito, il y a 4 ans, qui avait eu la chance d'avoir le Marion Dufresne, qui était à 24 heures. C'était un miracle. Et puis là, Kevin, qui a eu la chance d'avoir Jean Le Cam pas loin. Mais sinon, il n'y a personne, en fait. Il faut une semaine pour venir vous chercher. Donc, le fait d'avoir un copain à côté, finalement, c'est aussi un peu rassurant. Alors ce Grand Sud, les conditions étaient assez particulières sur cette édition. Vous avez trouvé vraiment, vraiment différentes par rapport au Vendée Globe précédent? Non, non, j'ai envie de dire c'est dur pareil. Moi, on m'a toujours vendu l'océan Pacifique, cette grande houle incroyable. Genre, j'ai jamais vu, ni il y a 4 ans, ni cette année. L'Indien, il est toujours difficile, c'est vrai que c'est une mer croisée, on le sait. Donc non, j'ai pas trouvé. J'ai peut-être eu moins froid qu'il y a 4 ans, mais j'avais un chauffage. Donc je sais pas. Non, je pense que cet océan, ce Grand Sud, il est toujours difficile, quoi. C'est vrai qu'on a toujours envie d'y retourner parce que c'est un endroit où on va jamais à part pendant le Vendée. Puis une fois qu'on y est, on se dit bon voilà, quand même vivement que j'arrive au Cap Horn parce que c'est quand même il fait froid, la mer est énorme. Les tempêtes sont comme ici mais puissance 10. Le vent est plus lourd en plus, tout
tout est plus dur, quoi. Donc j'ai pas l'impression que c'était plus facile ou plus dur qu'à 4 ans. C'était pareil. Et puis le Cap Horn a été la même délivrance, quoi. En fait. Alors, on a parlé des problèmes techniques tout à l'heure en début de course. Vous avez quand même réussi à continuer, mais il y a ce problème qui a été permanent jusqu'à la fin de la course, c'est ce riz dans la grand voile qui était vous deviez naviguer forcément avec un riz dans la grand voile. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, on va dire c'est un étage de la grand voile qui est descendu et vous ne pouviez pas avoir votre grand voile complète. Ouais, j'y ai pensé il y a quelques jours parce que oui, effectivement, j'avais un riz dans la grand voile. Et alors, vu en plus le poteau noir que j'ai eu au retour qui était horrible, je pense le pire poteau noir de ma vie. Hein. Là, c'était vraiment handicapant. Et puis, j'avais plus de Genac parce que j'avais le petit se déchirait petit à petit et le grand, du coup, j'ai mis le grand à un moment dans le sud parce que le petit était en réparation, il a explosé. Donc, j'avais plus de Genac. Et Jérémy revenait grand voile haute J0, qui est un J0, c'est une espèce de entre le Genac et la voile d'avant pour faire du près. Donc, c'est une voile qui permet de faire du près dans le petit temps aussi et du portant. Et là, j'en ai un sur le nouveau bateau, sur Fortinet Bass Western, et quand je le mets, c'est une machine à faire du vent, quoi. Donc on en parlait la nuit dernière, il n'y avait pas beaucoup de vent, on était au large, on revient de 24 heures de navigation. Et on se disait, mais grand voile haut de J0 par rapport à J1, un riz dans la grand voile, mais c'est le jour et la nuit, je comprends pourquoi j'ai autant galéré dans le poteau noir aussi. Ouais. Alors, on parlait du Cap Horn qui a été une délivrance encore une fois. Ce qu'appelle le Cap Horn, vous passez dans ce détroit de Lemaire, vous êtes un peu ralenti. Et là, par contre, vous allez vous retrouver un peu esselé pendant quelques jours. Vous naviguez dans une zone, vous êtes un peu seul. Ouais, j'ai plus personne. C'est vrai que le suivant, c'est Jérémy, en fait, qui arrive comme un avion derrière, forcément. Donc je me doute bien qu'à un moment, il va passer. Mais c'est sympa de l'avoir avec moi, en fait. Et on discute, et quand il me voit justement dans le poteau noir, il m'appelle en me disant, mon pauvre, je te vois en train de galérer. Et je me rappelle il m'envoie une photo par mail en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est une photo satellite où on me voit, en fait, on positionne le concurrent dessous. Donc on voit cette espèce d'énorme nuage. Et il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je lui dis, écoute, j'en sais rien, mais ça pousse en même temps que moi, quoi. Donc ce poteau noir, il a grossi en même temps que je rentrais dedans. Et ça, il l'a vu et il était, je me rappelle, il était tellement désolé pour moi de me voir arrêter comme ça. Donc ça, c'était quand même agréable de pouvoir parler avec lui, puisque quasiment jusqu'à la fin, on discutait. Donc j'ai retrouvé un autre copain. Mais c'est vrai que cette remontée de l'Atlantique est hyper dure. En plus, on a l'impression, je le savais par expérience, mais on sait on a l'impression que le Cap Horn, c'est fini, c'est la délivrance. En fait, non, il reste un tiers de la course, un mois au près, avec un bateau qui commence à fatiguer. Oui. Et c'est l'endroit de toutes les casses, quoi. D'ailleurs, ça s'est passé difficilement après pour moi. Ouais. Et de la casse, il y en a eu aussi physiquement. Le 13 janvier, quand vous chutez sur ce winch, côte cassée, mais alors surtout, vous tombez dans les pommes. Mais quand vous le racontez, c'était quelque chose de pas si grave que ça. Mais vous êtes quand même tombé dans les pommes tout seul sur votre bateau. Ah, c'est la 3e fois que ça m'arrive en plus. Donc ça fait bizarre, mais ça m'est arrivé au Vendée il y a 4 ans quand je tombe sur le dos. Ça m'est arrivé à l'arrivée de la route du Rhum. Et puis là, il y a une tempête énorme au près. Et on en voit des tempêtes énormes dans le Grand Sud, mais là, c'est face au vent. J'aurais, je pense, dû mettre le tourmentin, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne pense pas que ce serait aussi fort dans le front. Et c'est vrai que quand le front passe, il y a 50 nœuds, le bateau est couché. À un moment, le bateau se couche complètement. Là, je sors, je glisse et je me prends une petite espèce de pièce en fer qui sert à accrocher l'écoute sur le winch. Et oui, là, effectivement, je tombe dans les pommes. Et là, en plus, non seulement je tombe dans les pommes, je me blesse méchamment, mais en plus, je me dis, bon, voilà. Le bateau couché comme ça avec le mât, c'était terminé, quoi. Là, la course, elle s'arrête, quoi. Et puis au moment où je tombe dans les pommes, le front enfin passe au même moment, et donc je me retrouve vent arrière avec le vent qui mollit. Donc le bateau, il se gère tout seul, et puis là j'ai pu m'occuper de moi. Mais c'est un peu flippant. Et il y a quelques semaines, en faisant un 2e contrôle chez le médecin, en fait, on a découvert que j'avais les côtes cassées, mais surtout que j'avais en fait, cette pièce en métal, elle est rentrée dans mon poumon et elle m'a fait un hématome dans le poumon, quoi. Donc j'ai une batterie de contrôle à faire, mais comme quoi, c'était pas du chiquet. Hein. Non, c'était pour de vrai. C'est compliqué les derniers jours de ne pas penser à l'arrivée. On vous voit souvent répéter, il ne faut pas que je pense à l'arrivée, mais on ne peut pas s'en empêcher. Ça devient de plus en plus une obsession, cette arrivée au sable dans les derniers jours. Ça devient une obsession parce que ce qui est très dur sur le Vendée, pour moi, ce que je trouve le plus dur, c'est de se dire en permanence, on ne sait pas à quel moment tout va nous péter à la figure, quoi. Et à quel moment la course va s'arrêter. C'est ce qui est horrible, quoi, d'abandonner, quoi. Donc finalement, quand on voit la ligne se rapprocher, on se dit ça, je vais bientôt pleurer cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, en fait, qui m'oppresse, quoi. Et puis surtout, l'arrivée au sable est tellement incroyable qu'on a envie de la revivre. Moi, je me rappelle, il y a 4 ans, c'était fou. Alors cette année, il y avait un peu moins de monde, mais il y en avait un peu quand même.
Et ce moment là où on coupe la ligne, où on voit déjà les premiers immeubles des sables, on voit la ville comme ça qui se dessine, les bateaux qui arrivent. Ce moment-là, il est incroyable. Il dure malheureusement que quelques heures, mais je pense que on y pense, ouais, effectivement, de la course. Mais on est un peu tous super, moi en tout cas, un peu superstitieux, donc j'ose pas trop y penser avant. Ouais. Un moment aussi fort que la première fois? Ouais. Je pense que j'imagine qu'à chaque fois c'est pareil, mais ouais, je pense que le premier moment où on voit ce premier bateau qui arrive là, celui-là c'est incroyable. Finalement c'est le meilleur moment. Hein. C'est comme quand on est enfant et qu'on attend le Père Noël, quoi. Le moment où on voit le sapin avec tous les cadeaux. Finalement c'est là le meilleur moment. Et ouais, quand on arrive et qu'on voit le premier bateau qui arrive, là ça y est, on se dit ça y est, là je vais peut-être commencer enfin à pouvoir me dire que la ligne d'arrivée est bientôt franchie. Ouais. Alors on a reparlé avant le départ. Votre compagne Samantha Davis était également en course sur ce Vendée Globe. Comment vous suiviez sa course de votre côté? Vous étiez très régulièrement à regarder sa position, son évolution? Ouais, à chaque pointage, je regardais plus particulièrement sa position, effectivement. Mais ça s'est pas passé comme prévu du tout. Donc c'était un peu frustrant pour elle, pour moi aussi, parce que j'aurais préféré la voir loin devant, en tête, quoi. Donc ça a plus été un peu d'inquiétude, parce que déjà quand elle se blesse, elle était franchement blessée. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, en fait. C'est vrai que quand je l'encourage à repartir, et parce qu'au début elle me dit c'est terminé, j'arrête tout, j'arrête même la voile, quoi. Hein. Elle voulait tout arrêter, quoi. Je me dis c'est vraiment grave, quoi. Puis après, avant d'arriver, elle me dit bon, je vais peut-être quand même réfléchir à repartir. Donc là je m'engouffre dans la brèche. Je dis oui, bien sûr. Et quand elle repart, quelques jours après, elle me dit bon, c'est bon, je suis reparti, mais c'est dur parce que je peux pas manœuvrer, quoi. Je dis ah bon, pourquoi? Elle dit à cause de mes côtes. Là, j'avais pas réalisé que c'était si grave, quoi. Effectivement, qu'elle pouvait quasiment pas bouger, quoi. Donc là, je suis oh là, ça va être chaud, quoi. Donc après, c'est vrai que c'était un peu inquiétant. Tout le sud, en plus, elle a une météo horrible. J'ai l'impression que plus on était derrière, plus la météo était difficile. Donc ça a été pour elle, un chemin de croix. Ouais. Alors, dans la plupart de vos vidéos, on vous voit de bonne humeur, enthousiaste, à faire de l'humour. Il y a un moment, il y a une vidéo, peut-être une des seules où c'est pas le cas. C'est quand vous passez justement dans la zone où Sam a percuté un ovni, où Sébastien Simon également a percuté un ovni, où vous aviez tapé quelque chose 4 ans plus tôt, donc dans le courant des aiguilles. Là, on sent que c'est un passage compliqué. Ouais, c'est l'angoisse totale. Alors là, pour le coup. Et justement, oui, j'essaie de raconter la course en essayant que ce soit sympa, parce que voilà, si c'est pour dire moi je veux dire, ce Vendée c'est tellement difficile de le faire qu'on peut pas se plaindre quand on y est, mais je voulais aussi expliquer la réalité des choses, et notamment raconter aussi dans les moments difficiles. Et ce moment-là il est horrible, c'est vrai que je suis au fond du bateau, il fait noir, j'entends que ça tape dans tous les sens, et en fait je me dis c'est quand mon tour, quoi. À quel moment je vais m'emplafonner un truc. Et je me rappelle caler un peu d'ailleurs mon pouf en me disant quand je vais taper, je vais essayer de ne pas m'exploser la figure contre la cloison, d'amortir un petit peu. Enfin, j'en suis là, quoi. À ce moment-là, il est hyper angoissant, quoi. Et ce qui est dur, c'est qu'on peut rien faire. C'est à roulette russe, quoi. On peut pas se dire allez, je vais surveiller. On peut pas. On est dans le noir, on voit rien. Donc, faut juste s'en remettre à la chance, quoi. Alors, vous l'avez évoqué en début d'interview, nouveau bateau à foil. Donc voilà, objectif 2024, envie d'y retourner encore une fois. Avec la même envie? Ouais, c'était vraiment ce que je m'étais dit quand moi je suis au centre d'entraînement à Port-la-Forêt où on est. J'ai été formé en Figaro et je me rappelle très bien, il y a 5 ans, quand mes copains ils m'ont vu avec le vieux Pingouin, le bateau d'Alexia, dernier Vendée, on tous dit mais qu'est-ce que tu vas faire, quoi? T'es un compétiteur, qu'est-ce que tu vas t'emmerder sur un vieux clou pareil, quoi. Je leur dis mais d'abord le Vendée c'est certes d'abord une course, mais c'est aussi et pour moi surtout une aventure, et je voudrais essayer de la vivre. Et puis l'objectif c'était d'augmenter doucement, quoi. Moi je suis un entrepreneur aussi, je finance mes bateaux, tout ça, donc je pouvais pas acheter un bateau à 2 millions comme ça du premier coup, donc il fallait commencer par le début, et donc ce bateau m'a permis d'accéder au Vendée, ensuite d'avoir Pure Best Western qui est un bateau un peu plus performant, et puis aujourd'hui je pense grâce à tout ça et à ces 2 Vendées terminées, j'arrive à avoir effectivement aujourd'hui Fortinet Best Western qui est un bateau de malade, hein. C'est l'ancien bateau de Boris, comme vous le savez, Boris Herman. C'est dingue. Là, on en est encore à chaque navigation à se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, on vous retrouvera sur la ligne de départ en 2024 avec ce bateau Fortinet Best Western. C'est ça la nouvelle. Je serai là, et donc j'ai 4 ans pour me préparer. Mais ouais, le Vendée, c'est une addiction. Une fois qu'on en a fait, on ne peut plus s'arrêter. Merci beaucoup, Romain. Merci, à très bientôt.